Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information en continu émettant depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, Burkina Info Télévision. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit une personnalité, amie de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Salut à tous et à chacun. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, de diabète, de VIH-Sida, de tout ce qui peut aider les citoyens à avoir une meilleure hygiène de vie avec un médecin, un professeur, un colonel-major à la retraite qui a un parcours exceptionnel que nous allons aborder au cours de cette émission. Le professeur Issouf Joseph Drabo est avec nous. C'est la première fois que nous le recevons sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage de Burkina Info. Comment vous allez-vous côté santé et famille? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Je remercie le Seigneur. Ça fait une année que vous êtes à la retraite déjà, hein? Une année après, comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Je me sens très bien. Un peu moins occupé, mais toujours très occupé parce que je continue mes consultations et je continue mes activités aussi extra-professionnelles. Donc je suis toujours très occupé. Que répondez-vous à ceux qui disent que des gens comme vous, vous ne méritez pas d'aller à la retraite, vous devez travailler à vie? Non, il faut quand même se reposer. Je pense qu'il y a un moment où il faut se reposer. Mais nous reconnaissons que dans un pays comme le Burkina Faso, où l'on manque de ressources humaines, on aurait pu encore utiliser certaines personnes à d'autres activités, et notamment nous, les hôpitaux universitaires, notamment militaires, on aurait pu continuer à travailler comme nos collègues civils jusqu'à 65 ans ou plus si c'était nécessaire, mais c'est la loi et donc on est parti. On respecte la loi, comme on le dit, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, médecin colonel-major à la retraite aujourd'hui. Vous avez 63 ans et beaucoup d'étudiants vous appellent le maître des maîtres. Alors, cette appellation, est-ce que ça vous fait un pincement au cœur quand on vous appelle ainsi? Bien entendu. Ça fait toujours plaisir d'entendre quand même ces élèves, ces étudiants nous rendre hommage. Cette appellation vient lors d'un congrès que nous avons organisé où mes élèves à moi, dont certains étaient déjà des présidents d'université, à Bobo, à Bouaké, étaient appelés donc des maîtres. Et d'autres personnes qui venaient, et eux, ces gens-là disaient aussi de moi, leur maître. Donc ils disaient, ah, c'est le maître des maîtres. Donc voilà, ça m'est resté collé à la peau et ça fait plaisir. Ça veut dire clairement aussi que c'est le fruit d'un long travail, hein? Vous n'avez pas été dans la rétention de la formation, parce qu'on dit, il y en a qui étaient tout le temps contents de dire, c'est moi qui suis le meilleur dans mon domaine, j'y reste, je ne donne pas d'opportunité aux jeunes pour atteindre le sommet que j'ai pu obtenir dans ma carrière. Non, non, tout enseignant. Oui. Et son objectif, c'est de former d'autres personnes pour prendre la relève. Et notamment en médecine, il est très important que l'on travaille en équipe. Donc, dès le début, nous avons immédiatement pensé à la formation. Et donc, on a formé des centaines de gens. Et pour moi, c'est un honneur d'avoir d'autres personnes qui ont la même compétence ou encore une compétence plus importante encore que moi. Et donc, être seul dans son domaine, ça n'a jamais construit quoi que ce soit. Alors, 33 ans de vie consacrée à la médecine. Dites-moi, vous avez formé combien de docteurs et de professeurs? Vous avez essayé de faire un calcul rapide, ça donne quoi? Pas du tout. Non, je n'ai pas. Oui. Bon, il faut savoir, je crois que c'est très important, la formation des médecins, c'est une formation collégiale. Comme vous le savez, pour former un docteur en médecine, c'est 8 ans minimum. Et chaque année de formation, il y a plusieurs matières, une dizaine de matières. Et parfois, il y a plusieurs intervenants par matière. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un seul enseignant qui a formé un médecin. Donc nous avons Mais il y en a qui s'engagent plus que d'autres. Il y en a qui, on vous dit clairement, il y en a qui sont difficiles d'accès. Il y a des enseignants qui sont fermés, renfermés sur eux-mêmes. Si vous, tout le monde vous dit le maître des maîtres, ça veut dire que peut-être vous avez fait particulièrement votre travail mieux que certains. C'est pas moi de juger, mais je pense qu'effectivement on a contribué à donner l'amour de la médecine à beaucoup d'autres. On a aidé à former certainement beaucoup dans leur domaine et c'est un plaisir. Par exemple, actuellement, quand je rentrais, j'étais le seul médecin interniste, évidemment. J'étais le tout premier. Le seul médecin interniste. Alors, c'est quoi la différence entre un médecin interniste et les autres? Voilà, la médecine interne, c'est, comme nous on le dit, hein, c'est la mère des médecines. Parce que vous savez, vous avez les médecins généralistes qui ont une connaissance générale qui est assez basale. Et vous avez aussi les médecins spécialistes d'organes, un cardiologue, un pneumologue, etc.
Mais il y a certains patients qui se présentent avec plusieurs maladies à la fois. Ils ont des problèmes de cœur, ils ont des problèmes de poumons, ils ont des problèmes de reins, etc. Et il faut bien des gens pour s'en occuper. Et donc, c'est les médecins internistes qui s'occupent de ce genre de pathologie. Donc, en fait, le médecin interniste, si vous voulez bien, c'est un médecin polyvalent. C'est un médecin polyvalent. Oui. Et souvent, il y a une série télévisée qui est célèbre, le Dr House, Oui. et donc qui est un interniste. Et donc, les internistes, voilà, c'est ceux qui sont censés faire le diagnostic quand c'est difficile. On nous fait appel. Toutes les pathologies, vous pouvez intervenir sur toutes les pathologies, peu importe la maladie? Peu importe la maladie, lorsque le diagnostic est compliqué, en général, on fait appel à l'interniste. Et quand vous êtes rentré, vous étiez le seul dans ce domaine-là. C'était Voilà. en quelle année déjà? Je suis rentré en 1989 et donc j'étais le seul interniste. Et aujourd'hui, nous avons 40 internistes sur le terrain avec 22 autres qui sont en formation. Donc, il y a de la relève. Une soixantaine au total pour l'ensemble du territoire. On pourrait dire que c'est infime par rapport à la taille de la population burkinabé. Bien entendu, c'est vraiment insuffisant. Parce que notre objectif, comme nous venons d'en parler, c'est que dans chaque centre hospitalier régional, il y ait un médecin interniste. Puisque On pourrait dire qu'il faut 5 ou peut-être une dizaine même, il faut c'est au pas jamais. minimum un interniste. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons jamais avoir un cardiologue, un pneumologue, un néphrologue, etc. dans chaque structure. Par contre, lorsqu'on a un interniste, il pourrait jouer ce rôle de polyvalence. Et donc, au minimum, il faut d'abord commencer à former des internistes et à les mettre dans ces structures périphériques. Il pourrait jouer ce rôle en attendant que les spécialistes plus pointus donc n'arrivent. C'est vraiment insuffisant, mais c'est déjà quelque chose. Alors, on dit souvent dans la formule qui trop embrasse mal les trains. Est-ce que ce n'est pas applicable aux internistes? Quand on dit qu'on connaît tout, on finit par n'y rien connaître. Tout à fait, et les internistes se spécialisent. Ah, ok. Les internistes se spécialisent et de plus en plus, vous avez un médecin interniste qui s'intéresse à la cardio, qui s'intéresse à la pneumo, qui s'intéresse donc à la diabéto, etc. Et vous savez que même dans les spécialités d'organes, il y a des gens qui s'intéressent à des choses encore plus pointues. Mais ça, c'est un peu ceux qui ont beaucoup de ressources humaines et qui ont beaucoup de moyens. Pour nous, pour le moment, nous restons encore assez généralistes. J'ouvre un gros chapitre consacré à la formation pour les jeunes qui veulent être des médecins au Burkina, des étudiants, des élèves qui nous regardent voudront certainement embrasser cette carrière-là. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Il y en a qui vous disent c'est trop long, 8 années d'études, il ne faut pas redoubler et après on n'est pas très bien payé. Quand vous êtes arrivé dans les années 89, 90, c'était dérisoire ce qui vous était servi. Tout à fait. Mais je crois que d'abord, on le dit, hein, être médecin, c'est d'abord un sacerdoce. Un sacerdoce. On doit venir à la médecine parce que l'on a la santé des hommes, la santé de la population dans le cœur. C'est vraiment quelque chose de très important. Lorsque justement on doit venir en médecine parce que l'on pense au gain, à la situation socio-professionnelle, là je crois que le début est déjà raté. Parce que l'on vient parce qu'on veut rendre service, on veut soulager, on veut soigner. Et c'est ça qui doit d'abord orienter et guider. Est-ce que quand vous rencontrez les étudiants, c'est la première des choses que vous leur dites dès la première année? C'est la première des choses qu'on leur dit. Mais ils vont vous dire aussi qu'on ne peut pas être un bon médecin dans la misère, dans la précarité. Ils vont nous dire que ça s'est dépassé comme message parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin d'être dans de meilleures conditions. L'un ne va pas sans l'autre. Mais il faut d'abord commencer par faire son travail et le reste viendra après. Comme l'autre le dirait, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné après. Cherchez d'abord à rendre service, à soigner, et ensuite, le reste vous sera accordé, si c'est nécessaire. En 89, là, si ce n'est un secret, les premiers salaires que vous avez eu, c'était combien? 120 000 120 000 francs CFA. Quelque chose comme ça. Après combien d'années d'études? Après 7 ans d'études, moi je suis rentré quand j'avais fini, après 10 ans, je suis rentré avec ma spécialité. Est-ce que vous avez dit, si c'est pour venir toucher une telle somme d'argent, je me suis trompé dans la trajectoire? Je savais que j'allais gagner beaucoup plus après. Oui. Donc ce n'était qu'un début. Il faut commencer toujours par quelque chose. Et puis, pour nous, ce n'était pas compliqué. Moi, je suis issu d'une famille paysanne du grand village de Kassan et de Tougan. Et on a tout fait, on est allé à charrette, à pied, etc. Et quand on est rentré... Mais la famille comptait sur vous. Elle n'espérait pas que vous allez revenir avec un salaire aussi dérisoire. Non, mais déjà, quand on était rentré, le peu que l'on avait, on les aidait déjà avec ça. Les 120 000. Oui, on les aidait déjà avec ça. Vous voyez, et puis nous-mêmes, on a pu commencer à bâtir notre vie, à scolariser nos enfants, et petit à petit, les choses se sont améliorées. Voilà, et puis voilà.
Est-ce qu'on dit clairement que celui qui ne sait pas d'abord ce qu'il veut, il n'a pas entamé des études en médecine? Que vous soyez un élève déjà au secondaire qui va faire le bac cette année, ou un étudiant, si vous n'êtes pas convaincu, n'allez pas vers le domaine de la médecine? Oui, on a beaucoup de gens, effectivement, qui commencent et qui finissent par abandonner parce que, justement, ils ne savaient pas du tout où ils allaient, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et dès qu'ils se sont confrontés aux premières difficultés, ils ont baissé les bras. Et il y en a d'autres qui vont jusqu'au bout et après qui se rendent compte qu'en fait, ils se sont trompés de métier. Se sont trompés de métier, ils vont s'orienter vers d'autres choses que de soigner donc les patients. Et un jeune qui nous regarde, qui veut faire la carrière, qu'est-ce que vous avez à lui dire pour qu'il ne se trompe pas? Parce que vous avez eu tellement d'expérience. Est-ce que vous avez des cas anecdotiques comme ça que vous pouvez dire aux populations pour qu'elles comprennent? C'est toujours difficile de singulariser ou de généraliser. Mais c'est des cas qui vous auront marqué pendant votre parcours, sans doute. Oui, certainement. On a des gens, effectivement, qui sont venus à nous, qui disaient, je veux faire médecine, j'ai toujours rêvé de faire médecine, etc. La blouse blanche attire. Voilà. Et ensuite, dès qu'ils ont commencé les études, ils se sont rendus compte que, bon, c'était difficile d'abord, et que les premières années, ça n'a rien à voir avec soigner quelqu'un. C'est encore des statistiques, des mathématiques, etc., etc. Et puis, bon, qui ont abandonné, qui ont changé de branche et qui ont fait autre chose. On a des gens qui, malgré les difficultés, effectivement, ont continué. Il y a des gens qui ont fait, au lieu de faire 7 ans, 8 ans, ils en ont fait 10, 12. Et ils sont devenus médecins, ils sont spécialistes aujourd'hui. Oui. Et donc, voilà, chacun doit savoir s'accrocher. Et les premiers obstacles ne doivent pas nous arrêter. Est-ce que la formation au Burkina Faso est de qualité? C'est une très très bonne formation. C'est une très bonne formation parce que nous avons vu, nous, des étudiants que nous avons formés et qui sont ensuite allés dans les spécialisations ailleurs dans les pays, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays voisins. Et ces gens que nous avons formés chez nous étaient parmi les meilleurs. Et beaucoup de nos étudiants, lorsqu'ils arrivent pour faire des formations spécialisées et autres en France ou en Europe ailleurs, ils sont toujours considérés parmi les meilleurs. Ça veut dire qu'ils ont eu une base de formation qui est solide. Par ailleurs, lorsque nous allons au concours d'agrégation de médecine, jusqu'à il y a quelques années, le Burkina Faso a toujours eu les meilleurs scores. Les meilleurs scores. Bien formés, oui. Bien entretenus. Mais comment vous expliquez justement la qualité de la formation qui est dispensée? Est-ce que ce sont les enseignants ou ce sont les conditions? Parce que quand vous écoutez beaucoup d'étudiants en médecine, c'est un parcours très difficile au Burkina Faso tout de même. Tout à fait. Mais nous ne voilons pas la face. Hein. Les conditions se dégradent. Les conditions se dégradent parce que nous avons de plus en plus d'étudiants. Tenez-vous bien, nous avons eu parfois 1000 étudiants en première année de médecine. 1000 étudiants en première année de médecine. Est-ce qu'un enseignant peut encadrer 1000 étudiants? Vous comprenez que c'est très difficile. Par ailleurs, on se retrouve parfois dans nos services avec des stagiaires qui sont plus nombreux, 2 fois, 3 fois, 10 fois plus nombreux que les malades qui sont hospitalisés. Or, vous savez que l'enseignement de la médecine au lit du malade, c'est d'abord l'apprentissage, toucher le malade, apprendre, etc. S'il y a trop d'étudiants, il n'y a pas suffisamment de patients, il est impossible que l'étudiant puisse vraiment apprendre, connaître le malade et puis agir efficacement. Donc, la formation devient de plus en plus difficile. Mais cette année, je viens d'apprendre qu'en première année, je crois qu'ils seront 400 et quelques. Donc, quand même, ça se réduit. Ça se réduit. Mais est-ce qu'il faut réduire? Est-ce qu'il n'est pas temps de créer plus d'infrastructures pour accueillir le maximum? Parce que que ce soit les syndicats de médecins ou le SINCHA, tout le monde dit la même chose. Le ratio entre un médecin et la population dont elle est censée s'en occuper est très faible. On n'a pas assez de médecins sur le terrain au Burkina. Oui, mais le problème n'est pas là. Il faut trouver les ressources humaines pour les former. On a beau créer des facultés de médecine, une dizaine, on va trouver les enseignants où? On n'a pas d'enseignants. On n'a pas d'enseignants. On n'a pas d'enseignants. Mais c'est suffisamment grave quand même. On n'a pas d'enseignants. Oui. Et je vous assure que si l'on prend... je prends médecine interne, par exemple. Dans le service que je viens de quitter, je n'avais qu'un autre prof et un assistant. C'est tout. Dans le service de médecine interne, on n'avait que ça. Et dans ce service-là, nous avons les étudiants de 3e année, on vous envoie 40. Les étudiants de 6e année, on vous envoie, je ne sais pas moi, 30. Et ceux de 7e année, on vous envoie 20. Et tout ceci, vous devez les encadrer. Et en plus de ça, vous avez les spécialistes que vous devez former.
impossible avec ce nombre d'enseignants de les encadrer. Et il y a d'autres domaines où c'est encore pire. Donc nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Vous prenez l'USTA. L'USTA, c'est les enseignants de l'université Kizerbo qui les enseignent là-bas. C'est l'hôpital Yalgado qui accueille les étudiants de l'USTA. Il n'y a pas d'enseignants spécifiques de l'USTA. On a ouvert à Kombisiri, c'est pareil. Il n'y a pas d'enseignants. On a ouvert à Waïguia. À Waïguia, oui. Il n'y a qu'un seul médecin interniste que j'ai formé qui est à Waïguia et qui s'occupe. C'est lui seul qui enseigne à Waïguia. Lui seul? Lui seul qui enseigne à Waïguia. Donc il n'y a pas suffisamment d'enseignants. C'est inutile d'ouvrir des facultés de médecine partout s'il n'y a pas d'enseignants pour encadrer les étudiants. On vous dira que le besoin est là, il faut aller, Comment? On les forme comment? C'est là qu'on risque de mettre des médecins peu compétents sur le marché. Donc c'est votre inquiétude actuellement? C'est mon inquiétude. J'ai peur que l'on ait des médecins qui ne sachent pas soigner les gens. Et ça, c'est grave. Un mauvais médecin, c'est très grave. Donc il faut également tenir compte de la capacité de formation et de la qualité de la formation que l'on donne aux étudiants. Et ça, c'est très important. Alors, les problèmes de stage, les problèmes d'accompagnement des étudiants, si au Burkina, on n'a pas suffisamment d'infrastructures, il faut arrêter de prendre le maximum d'étudiants, c'est ce que vous voulez dire clairement? Il faut absolument adapter les capacités de formation donc, aux besoins. Ça, c'est obligatoire. Si nous continuons à prendre autant d'étudiants, nous formerons des médecins qui ne seront pas compétents. Et ça, tout le monde le sait très bien. Et je vais vous dire, même dans les pays développés, on ne forme pas à tout va. À tout va. Il y a des grands pays, aujourd'hui, vous allez aux urgences, vous allez rester de 8h à 18h avant de voir un médecin. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas former un médecin n'importe comment. Et au Burkina, ça ne passe pas. Hein. Si vous durez avant de recevoir un médecin, ça va être compliqué. On vous parlera de négligence, on vous parlera de... Vous avez fait Yalgado. Oui. Nous, on a fait des reportages dans les couloirs de Yalgado. Les malades sont à même le sol. C'est vraiment très désagréable à voir. C'est terrible, en effet. Oui. Je sais que nous manquons de ressources humaines. Nous manquons de ressources, il faut en former. Mais le gros problème, c'est que maintenant, les médecins, ils chôment. On va y revenir. On forme beaucoup de médecins et les médecins, ils font 2 ans, 3 ans sans être recrutés. Et donc, le problème, ce n'est pas non plus former sans pouvoir les employer. Vous allez voir des médecins... Et à qui la faute finalement alors? Qui est responsable de cette situation? Au moyen de l'État. L'État n'a pas les moyens de recruter tous les médecins. Mais la santé doit être prioritaire. Quand on écoute tout ce que tous les pouvoirs disent, la santé est la priorité des priorités, l'éducation et ainsi de suite. On le sait très bien, mais je ne suis pas au niveau de ceux qui décident et qui affectent les ressources. Je suppose qu'il y a d'autres priorités. Mais vous qui êtes formateur, est-ce que vous trouvez que c'est un gâchis que de mettre sur le marché autant de médecins non utilisés au Burkina Faso? Oui, c'est un problème, mais il faut peut-être organiser de telle sorte qu'ils puissent être utilisés autrement. Qu'ils puissent s'auto-employer, qu'ils puissent... servir, soigner les gens dans d'autres structures, peut-être que les structures publiques. Toutefois, on va vers là. Ce qui est sûr, c'est que bientôt, tous les médecins qui vont sortir, vous parlez de facultés qui vont être créées à gauche et à droite, l'État ne pourra pas les employer, c'est impossible. Et donc, il faut qu'ils soient employés autrement. Est-ce qu'on s'achemine vers la démultiplication des cliniques privées au Burkina? C'est obligatoire. C'est de toute façon... comment je vais dire, c'est la trajectoire qui est prise partout, dans le monde entier. Voilà, le public fait sa part, mais quelque part d'autre, il faut que le privé prenne sa place. Et ça, c'est obligatoire, on n'y peut rien. On voit que chaque année, l'État recrute des médecins et il faut passer par un concours. Avant, on se disait, quand on a le doctorat, c'est fini, on a un boulot. Est-ce que ça, c'est normal? C'est parce que l'État n'a pas la capacité de prendre tout le monde. C'est impossible. L'État n'a plus l'argent pour pouvoir recruter tous les médecins. Il fait ce qu'il peut et pour pouvoir réguler, il est obligé de faire un concours pour recruter les gens. Et ça, on est en 2023. Est-ce que les jeunes vous en parlent régulièrement dans les filières de formation? Ça pose de gros problèmes. Oui. Mais ils se disent tous, au moins quand je suis médecin, je crois que je pourrai toujours... avoir quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Ouais. C'est ce qui fait que tout le monde s'oriente aujourd'hui, beaucoup s'orientent aujourd'hui vers la médecine.
Parce que, je ne sais pas moi, aller faire lettres modernes, si vous finissez, bon, c'est plus compliqué, vous faites sociologie, mais vous dites, bon, si je fais médecine, si j'ai la chance de terminer... sociologie, vous pouvez finir comme enseignant dans un lycée, collège, ou faire d'autres métiers aussi, c'est possible. Mais ils sont très nombreux, malheureusement, qui sont au chômage, vous le savez très bien. Tout comme les médecins Ils aussi. sont beaucoup moins. Oui. Beaucoup moins pour le moment, beaucoup moins, c'est ça le souci. Oui. Et c'est ça qui fait que beaucoup s'orientent encore à médecine, se disent, au moins si je finis, je trouverai du travail où je pourrai m'auto-employer plus efficacement. Parce que ces mêmes étudiants souvent nous saisissent pour dire il faut parler aux autorités, ce n'est pas normal qu'on nous dise de venir faire un concours. Il y en a même qui pensent que ceux qui ont fait le privé sont moins privilégiés que ceux qui ont fait par exemple l'université Joseph Kizerbo. Est-ce qu'ils sont traités sur le même pied d'égalité? Lequel, l'USTA? Oui, l'USTA ou encore l'université Joseph Kizerbo. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Pour l'accès à la fonction publique, etc., je ne vois aucune différence. Il n'y a aucune différence. Et c'est vous qui les recevez, vous trouvez que les étudiants ont les mêmes niveaux, ils ont les mêmes qualités sans problème? Par exemple, vous savez que à la fin des études de 7e année, il y a un examen que l'on appelle les cliniques. Les cliniques, c'est on évalue les compétences pratiques des étudiants. Qu'il s'agit du privé ou du public, ils passent tous par cet examen-là. Et nous constatons qu'ils ont pratiquement les mêmes niveaux. Et on a un concours aussi que l'on fait, le concours de l'internat, auquel prennent part tous les étudiants, aussi bien du privé que du public. Et on a constaté que ce soit Bobo, eux, que ce soit l'USTA, ils réussissent de façon brillante à ce concours, donc ils ont les mêmes niveaux. Est-ce que l'État ne peut pas durcir un peu les conditions d'ouverture des filières en médecine dans le privé? Celui qui veut ouvrir par exemple une filière en médecine, qu'il puisse créer d'abord son hôpital ou un CHR. Oui, j'ai participé moi. Enfin, un CHU, j'ai envie de dire, oui. J'ai participé moi-même à une commission justement qui a élaboré donc des termes de référence pour l'ouverture donc de structures privées d'enseignement supérieur. Effectivement, les conditions sont claires aujourd'hui pour ouvrir une structure privée d'enseignement de la santé. Et il faut qu'il y ait une structure de santé qui soit affiliée. Forcément. Oui, ouais. C'est ce qui est dans les textes. Et donc, je crois que c'est pour ça, par exemple, qu'à Combisiri, ils veulent construire un CHU privé. Et l'USTA avait prévu également de construire un CHU. Bon, donc les deux structures devraient aussi s'en inspirer obligatoirement pour construire un centre de santé où les gens peuvent effectivement faire les formations pratiques. Mais le souci, c'est qu'il faut des assistants, il faut des enseignants dans ces structures. C'est des centres hospitaliers universitaires. Donc il faut des enseignants qui soient là-bas pour encadrer les étudiants. Oui, vous insistez sur l'absence d'enseignants, mais est-ce que ce n'est pas votre responsabilité, vous les anciens, est-ce que vous avez formé assez d'enseignants qui peuvent On ne nous donne pas de poste, je peux vous dire. On ne vous donne pas de poste. En médecine interne, j'ai demandé pendant au moins une dizaine d'années qu'ils ouvrent des postes d'assistants en médecine interne. Ils n'en ont pas ouvert. Ils n'en ont pas ouvert. Il n'y a que cette année... Quel argument on vous a servi pour ne pas ouvrir les postes? Il n'y a pas de poste budgétaire. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. C'est ça le problème. La hiérarchisation que nous avions donnée, c'est que un professeur titulaire devrait avoir 2 agrégés. Et chaque agrégé doit avoir 2 maîtres assistants. Chaque maître assistant doit avoir au moins 2 assistants, voire 4. Mais aujourd'hui, la pyramide est inversée. On a des profs qui sont tout seuls, il n'y a pas d'assistants. Et il y en a qui les accusent de vouloir être seuls. Non. Donc vous les disculpez de cette accusation. Non, ils ne veulent pas être seuls. Je vous assure, nous ouvrons des postes. Chaque année, on nous demande. En cardiologie, vous voulez combien d'assistants? En gastro, vous voulez combien d'assistants? En médecine interne, vous voulez combien d'assistants? Nous donnons le nombre de postes que nous voulons. Mais on ne nous les accorde pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. On ne recrute pas. On ne recrute pas. Et d'ailleurs, on a aussi même un problème avec l'enseignement supérieur qui ne comprend pas que former un médecin, ce n'est pas la même chose que former, je ne sais pas, un mathématicien par exemple. Parce que se disent, quand tu es prof titulaire, tu dois dispenser, c'est pas moi, 100 heures de cours. Ah là, vous n'êtes pas d'accord pour cela? Non. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ce sont vos collègues. Est-ce qu'il y a eu des débats houleux entre vous? On ne fait que ça. Vous ne faites que ça? Oui. Ils ne comprennent pas. Le professeur titulaire de médecine, sa plus grosse activité, ce n'est pas le cours magistral qu'il donne en amphithéâtre. C'est l'encadrement qu'il fait ensuite à l'hôpital. C'est la formation des spécialistes qu'il fait.
Alors, professeur, il y a un fait réel qui revient dans l'actualité. On vous accuse, vous qui êtes les professeurs, là, d'être absentéiste, de ne pas être au poste. Et certains disent, c'est vous le problème finalement au niveau des consultations médicales. Oui, il y a un reproche qui est fait. Moi, je ne vais pas défendre tout le monde. Mais vous en avez entendu parler? Non, c'est récurrent. C'est récurrent. Je mets au défi quiconque d'être venu dans le service de médecine interne pendant les heures de service et il n'a pas trouvé un seul médecin à son poste. Et il est allé le trouver au privé, en consultation privée. Je mets au défi quiconque moi-même, durant toute ma carrière, de m'avoir vu en consultation privée. Vous n'avez pas donné rendez-vous à quelqu'un dans le privé au détriment du public? Vous ne l'avez jamais fait? Je ne l'ai jamais fait. Et ma secrétaire, je l'ai défendu de dire à qui que ce soit, vous pouvez trouver le professeur Drabo en consultation dans telle ou telle structure. Et je n'ai jamais consulté en dehors des heures de service dans une formation privée. Mais ce n'est pas compliqué. Un directeur d'hôpital a la possibilité de vérifier la présence ou non de ses agents et de leur demander des comptes. Et pourquoi il ne demande pas des comptes aux gens, plutôt que les gens restent en arrière pour dire non, ils ne sont pas là, ils sont toujours partis, ils sont inclinés en ce moment. Ça vous choque d'entendre ça? Ça me choque d'entendre ça. Moi, personnellement, ça me choque. Oui. Il y a probablement des gens qui le font. Mais ce n'est pas la majorité du tout. La majorité des professionnels de santé au Burkina Faso sont à leur poste. Ils font leur travail avec abnégation. Ils font leur travail dans des conditions les plus difficiles. Imaginez-vous que vous allez trouver un prof à Yalgado. Il n'a même pas un bureau correct. Il n'a pas de toilette. Il ne peut même pas se laver les mains. Moi, j'ai 2 ou 3 médecins spécialistes qui étaient dans les mêmes bureaux. Il y a des chirurgiens, ils veulent bien opérer, mais le bloc opératoire est réparti entre les chirurgiens digestifs, les chirurgiens, c'est pas urologues, les chirurgiens machin, et ils ont des jours d'intervention. Pendant la semaine, s'il n'intervient qu'une seule fois, le reste du temps, il fait quoi? Mais c'est ça. Il faut d'abord mettre les conditions de travail qu'il faut pour que les gens s'expriment, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. En ce moment, on peut leur reprocher quoi que ce soit. Oui. Alors, donc, ça nous ramène au débat parce que ceux-là qui disent que les professeurs comme vous, c'est eux qui ne sont pas là, alors que logiquement, on doit les voir donner des cours à n'en pas fini. Ce débat aussi, vous l'avez mené à plusieurs reprises sans être compris visiblement. Parce que la place d'un professeur, c'est pas aller donner des cours à n'en pas fini dans une université, mais c'est la formation continue. En général, un prof titulaire de médecine, il n'a plus besoin de faire 150 heures de cours. Il a justement des assistants qui l'encadrent et qui font les cours. Moi, je prends un professeur titulaire à mon collègue en France et il donne quelques heures de cours dans l'année. Le reste du temps, il fait quoi? Il fait de la recherche. On trouve que c'est trop. Déjà, même, vous êtes gâtés. Il y en a qui disent entre guillemets que voilà, 100 heures, c'est pas beaucoup. Même là, vous ne voulez pas le faire. Mais c'est pas qu'on ne veut pas le faire. On le fait. De toute façon, on le fait parce qu'on n'est pas nombreux. On le fait. Mais c'est au détriment d'autres choses. Au détriment de la recherche, par exemple. Ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Un prof, il va chercher des moyens pour faire de la recherche, des essais cliniques, pour améliorer les connaissances, etc. Il fait des formations continues, il donne des conférences, etc. C'est ça son rôle. Et il produit de la connaissance. Ce n'est pas seulement soigner. Effectivement, nous avons le soin, nous avons l'enseignement, nous avons la recherche. Est-ce que vous trouvez qu'il est opportun d'investir assez dans la médecine au Burkina Faso? Parce que pour le moment, ce qu'on voit là, tel que vous avez expliqué, on dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc du coup, ça crée un déficit en matière de disponibilité d'enseignants ou même de formation d'enseignants. On n'a pas le choix. Hein. Si l'on n'investit pas dans la santé, de toute façon, la productivité de la population va diminuer. On le voit très bien. Quand il y a eu l'épidémie de Covid, les spécialistes étaient où pour s'en occuper? Il n'y en avait presque pas. Tout a été bloqué. Aujourd'hui, nous avons une épidémie de dengue où toutes les formations sanitaires sont saturées, où les gens, effectivement, ils vont en consultation à 8 heures, mais ils ne sont vus que vers 20 heures, parce que tout est saturé. Et les gens ne travaillent plus. Et donc, la santé, c'est le bien, c'est le premier bien.
Et on est obligé d'investir. Si on n'investit pas, de toute façon, on va payer tôt ou tard. Il y en a qui disent, il y en a qui ont fait 12 années, 15 années d'études pour finir par écrire que des ordonnances. Est-ce que c'est ça vraiment la formation? On aurait dû avoir des laboratoires chez nous aussi pour fabriquer du médicament et ainsi de suite. C'est déjà très bien de prescrire des ordonnances. Parce qu'on soigne les gens, on sauve des vies. Comprenez? Et la production des médicaments, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et on ne pourra pas de toute façon nous le faire à notre seul niveau du Burkina. Hein. Il faudra qu'au niveau régional, au niveau africain, et je crois qu'il y a des réflexions qui sont en cours, que justement les gens produisent. On s'est rendu compte justement quand il y a eu le Covid ou quand il y a la guerre en Ukraine, etc., ou que tout a été bloqué. On s'est retrouvé avec des déficits. Et même en Europe aujourd'hui, il y a des médicaments qu'ils ne trouvent plus parce que justement c'était produit ailleurs et ça ne peut plus venir chez eux. Ils avaient délocalisé et tout. Donc il faut que l'on effectivement... On parle de souveraineté. Est-ce que notre débat sur la souveraineté ne devrait pas nous permettre de commencer à réfléchir à la fabrication de médicaments chez nous aussi? Obligatoirement, les médicaments essentiels devraient être produits, je le dis, peut-être pas obligatoirement au Burkina seulement, au moins dans la sous-région. Parce que quand le marché est petit, ça n'a pas d'intérêt non plus. Hein. Il faut un marché qui soit porteur, etc. Et là, c'est important de pouvoir produire les médicaments. Il y avait un projet il y a une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne en tout cas, qui disait qu'il fallait transformer les CSPS en CM. Voilà. Est-ce que ce projet aurait pu permettre d'absorber le maximum de jeunes qui ont fini des études en médecine? Moi, il y a des CM aujourd'hui au Burkina où il y a 7 ou 8 médecins qui sont là et qui ne font rien. 7 ou 8 médecins qui ne font absolument rien? Oui. Parce qu'ils n'ont pas les conditions pour travailler. Je ne donnerai pas le nom de la structure, mais il y en a, bon, parce qu'ils ne doivent pas aller très loin, on les a mis pas très loin d'ici, ils sont 7 ou 8, et il y en a qui passent leur temps, voilà, et ils travaillent de lundi à mercredi, le reste du temps il est ailleurs. Donc c'est pas ça. Tant que l'on ne mettra pas... le projet en lui-même, il ne faut pas le maturer davantage et puis le remettre au goût du jour. Il faut surtout mettre les conditions pour que l'exercice de la médecine soit utile. Les conditions. Vous en parlez à n'en pas finir. Oui. Il faut que les conditions d'exercice soient telles que le médecin il soit utile. Sinon, effectivement, il n'est pas utile. S'il n'a pas le plateau technique qu'il faut, il n'a pas un laboratoire qui lui permet d'aller au diagnostic, il n'a pas, je ne sais pas moi, la radio, etc., qui lui permettent donc de mieux affiner son diagnostic. Il n'a pas les médicaments qu'il faut pour soigner correctement, il ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a un événement, j'ai envie de dire, une actualité consacrée à la médecine depuis un bout de temps, qui fait applaudir l'opinion, en tout cas on dit, il faut choisir désormais, soit je suis dans le privé ou je suis dans le public. Vous, à votre niveau, est-ce que vous pensez que ce débat-là, il était opportun qu'on le mène maintenant, qu'on tranche une bonne fois pour toutes? En fait, je crois qu'il faut bien comprendre le contexte. Ok, allez-y. Au Burkina Faso, on a choisi de faire la médecine du secteur public et la médecine du secteur privé pour qu'ils soient complémentaires afin d'offrir à la population le plus de moyens possibles pour améliorer sa santé. Donc ces deux structures cohabitent. Ces deux structures cohabitent et au début, il n'y avait pas suffisamment de ressources humaines de toute façon pour que le privé puisse fonctionner tout seul. Des infirmiers, des médecins généralistes intervenaient, par exemple, dans le privé. Aujourd'hui, avec la production, on en a parlé, du nombre de médecins et du nombre d'infirmiers, aujourd'hui, il n'y a presque plus de médecins généralistes du public ou d'infirmiers du public qui opèrent au niveau du privé. On peut avoir, les privés peuvent recruter directement du personnel qui se trouve sur le marché pour fonctionner. Le problème qui se pose, c'est les spécialistes. Et ils ne sont pas nombreux. Vous prenez un spécialiste en néphrologie, il y en a combien au Burkina? Il n'y en a pas beaucoup. Alors si l'on dit ces spécialistes-là ne doivent plus opérer dans les structures privées, est-ce que l'on veut mettre à mort ces structures privées? La médecine privée, je ne parle pas de la médecine privée au profit de ceux qui veulent. Est-ce que vous pensez que le débat il est mal posé? Je trouve que oui. Le gouvernement, le secteur public veut résoudre un problème qui est l'absentéisme dont vous avez parlé, oui, c'est ça, des fonctionnaires dans les formations publiques à leur poste. Et ça, c'est facile à résoudre, il faut les contrôler.
Il faut les sanctionner. Donc vous en appelez à la responsabilité des directeurs d'hôpitaux publics au Burkina Faso. Oui. Tout simplement. Mais est-ce que demander clairement, soit on est dans le public et on y reste pour toujours, ou on va dans le privé pour toujours, est-ce que ce choix catégorique-là, hermétique-là, est la solution? Moi, je pense que ce n'est pas la solution du tout, parce que c'est un problème qui va se résoudre avec le temps, avec la production des spécialistes. Quand il y a beaucoup de spécialistes, ça va se résoudre de soi-même. D'accord? Mais si l'on veut obligatoirement demander aux gens de choisir, on risque de tuer un secteur qui est un secteur important. Vous savez très bien, quand nos gens vont à l'extérieur pour se soigner, ils se soignent où? Dans ces structures privées ailleurs. Et les États investissent pour que le secteur privé se développe dans ces pays-là. Donc c'est un secteur qui est important. Il faut l'aider à se développer. Bon, ceux qui vont dans le privé, justement, c'est parce qu'ils ont les moyens. Le citoyen lambda, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes issu d'une famille paysanne. Nous sommes tous issus de familles qui n'étaient pas forcément riches. Est-ce que nos parents qui veulent aller dans les hôpitaux publics ne méritent pas d'avoir les meilleurs médecins aussi à leur disposition? Ils sont à leur disposition. Oui. Mais les meilleurs médecins sont... Mais quand le spécialiste va plus servir dans le privé que dans le public, ça pose problème tout de même. C'est pas le plus, c'est la question, c'est ce que vous dites, il va plus servir dans le privé. Je vous dis que je ne suis pas convaincu que ce soit comme ça. Je pense que la majorité d'entre eux sont encore à leur poste. Donc c'est une question de rigueur dans la gestion des ressources humaines. C'est un problème de gestion des ressources humaines. Et le public a le droit de demander à son personnel d'être à son poste. C'est eux qui les payent, c'est eux qui les ont formés. C'est obligatoire. Ça, c'est normal. Et ce n'est pas normal que les gens désertent leur poste dans le public pour aller dans le privé. Ça, c'est un problème à régler. Mais il faut également que ce personnel-là puisse être utile pour soigner d'autres personnes qui en ont besoin. C'est vrai que c'est à réglementer. C'est à réglementer. On va avancer dans l'émission parce qu'il reste 20 minutes. Ça va tellement vite avec vous. Je voudrais qu'on ouvre le gros chapitre consacré au diabète. Vous êtes un spécialiste du domaine. Le 14 novembre de chaque année, on marque une escale pour parler de diabète et parler d'insuline parce que ça a été donc un tournant décisif dans la lutte contre cette maladie-là. Alors, d'abord, de façon pragmatique, dites-nous, qui peut être diabétique au Burkina Faso? Tout le monde. Du bébé jusqu'à la personne la plus âgée. Dès le berceau? Oui. Parce qu'il existe deux types de diabète, le diabète type 1 et le diabète type 2. Et le diabète de type 1, c'est le diabète qui survient le plus souvent chez l'enfant. Et nous avons des enfants de 4 ans, de 2 ans qui sont diabétiques de type 1. Donc un enfant peut être diabétique. Ce n'est pas la majorité des diabétiques, hein, c'est moins de 10% des diabètes. La grande majorité des diabètes, c'est des diabètes de type 2, qui sont donc des diabètes qui apparaissent plutôt chez le sujet à partir de 40 ans. Et ce sont des diabètes qui sont associés à l'obésité, à la sédentarité, etc. Et donc, tout le monde peut être diabétique. Est-ce que le diabète est un problème de santé publique? C'est un gros problème de santé publique. Aujourd'hui, c'est l'affection dont la prévalence explose dans le monde. Explose dans le monde. On considère aujourd'hui qu'un adulte sur 10 est diabétique. Un adulte sur 10 est diabétique. Oui. Et au Burkina Faso, 7,6% des personnes sont diabétiques. Et là, c'est sous-estimé parce que, de toute façon, la majorité de ceux qui sont diabétiques ne sont pas connus. Et moins de la moitié des personnes diabétiques savent qu'elles sont diabétiques. Donc c'est un gros problème de santé publique. C'est tellement important que même l'Organisation des Nations Unies l'a considéré comme un problème de santé dont il faut s'occuper. Alors parlons d'abord étape par étape, type 1, type 2. Pour les enfants, comment un enfant peut avoir le diabète? Est-ce que c'est le comportement des parents? Est-ce que c'est ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qui peut causer le diabète chez un enfant? Chez un enfant, le diabète est provoqué par le fait que le pancréas, qui est l'organe qui produit l'insuline, est détruit par des anticorps qui sont produits par l'organisme. C'est un processus qui survient de façon spontanée, aléatoire, personne ne sait pourquoi. Et donc cet organisme se met à produire des anticorps. Les anticorps vont aller détruire les cellules qui fabriquent l'insuline. Or, sans insuline, on ne peut pas utiliser le sucre, le glucose comme source d'énergie. Et c'est ça qui produit donc le diabète chez l'enfant. Donc c'est un problème qui est dit auto-humain, donc production d'anticorps. Allez-y, par contre. Par contre, chez l'adulte, c'est totalement différent. Oui, avant d'arriver à l'adulte, moi je voulais faire une escale toujours encore sur le cas des enfants. Est-ce qu'une famille qui gave un enfant de moins de 5 ans ou de 10 ans avec du sucre, les boissons sucrées à n'en pas fini,
cela peut avoir des conséquences sur l'apparition du diabète chez l'enfant. Tout à fait. On a de plus en plus de diabète du type 2, donc le diabète que l'on voyait chez les adultes, maintenant chez les adolescents. Parce qu'on a des adolescents qui sont en surpoids, des adolescents effectivement qui ont consommé beaucoup d'aliments sucrés, riches en énergie, et donc qui très tôt maintenant développent les maladies qui survenaient à l'âge adulte. Et effectivement, on voit de plus en plus de diabète chez les enfants et des diabètes de type 2. Type 2. Alors, type 2 maintenant pour l'adulte, comment voilà. Ça arrive qu'un adulte puisse avoir le diabète? Parce qu'on se dit, ah, c'est la négligence. Un matin, on se réveille, on dit, lui, il a le diabète. Dès qu'on a le diabète, apparemment, on commence à avoir une hygiène de vie compliquée à gérer. Tout à fait. Et le diabète de type 2 survient avec deux facteurs. Okay. Le premier facteur, c'est un facteur génétique. Ah, c'est héréditaire? C'est-à-dire que tout le monde ne fera pas du diabète. Donc c'est un problème génétique, héréditaire certes, parce que dans la famille d'un diabétique type 2, souvent on trouve un autre diabétique type 2. Donc quand on a un parent ou un grand-parent qui a eu le diabète, tout le monde doit faire attention dans la lignée? Obligatoirement, effectivement. Okay. Quand on a un parent qui est diabétique, on a un risque sur 2 de devenir diabétique. 1 sur 2? Oui. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc il y a la génétique. Mais ça ne suffit pas. Il y a l'environnement et le mode de vie. 2 facteurs interviennent. Le premier facteur, c'est la mauvaise alimentation. Une alimentation trop riche en énergie et trop riche en sucre. Les boissons énergisantes, vous les combattez déjà? Oui, les boissons énergisantes, ce n'est pas elles le problème. C'est les boissons sucrées et c'est les aliments très riches en énergie. Et en Europe, c'est les fast-foods. Mais chez nous également, c'est les aliments où il y a beaucoup d'huile, etc. Donc beaucoup de calories. Le deuxième facteur, c'est le manque d'énergie et d'activité physique. Oui. L'inactivité physique, la sédentarité, débouche sur la prise de poids et l'obésité. Et l'obésité fait vraiment le nid du diabète sucré. L'obésité? Oui. Et les études que nous avons faites montrent que même dans notre population de Sahéliens qui habituellement étaient minces, etc., nous avons de plus en plus de surpoids et de plus en plus d'obésité. Et une obésité plus importante encore, c'est l'obésité abdominale. Lorsqu'il y a un dépôt de graisse au niveau de l'abdomen, ça c'est un facteur encore plus prédisposant aux maladies cardiovasculaires et surtout au diabète sucré. Alors quelqu'un qui est obèse, qui a le diabète, est-ce qu'il peut avoir un AVC à tout moment et puis partir? Effectivement, le diabète sucré, c'est un gros facteur de mortalité. Il est reconnu qu'un diabétique à plus de 50 ans, il a une espérance de vie, d'accord, qui est réduite de 5 à 10 ans par rapport à un non-diabétique. Parce que la mortalité est beaucoup plus élevée et c'est une mortalité qui est en rapport avec les complications cardiovasculaires. Vous voyez, 30% des diabétiques feront un AVC. 30%? 30% feront un AVC. Un AVC. C'est imparable. Non. S'il n'est pas bien traité. D'accord? S'il n'est pas bien traité. 40% d'entre eux font des crises cardiaques. D'accord? 50% d'entre eux font une insuffisance rénale qui finit en dialyse. Et 70% d'entre eux font des amputations soit d'un orteil, d'un pied ou d'une jambe. On a l'impression que le diabète détruit l'organisme. Le diabète détruit l'organisme lorsqu'il n'est pas bien traité, lorsqu'il n'est pas bien pris en charge. Il y a un croquis qu'on a téléchargé dans le cadre des besoins de cette émission. Je vais vous inviter à l'expliquer. Alors, quand on arrive à une telle extrémité, qu'est-ce qui peut engendrer une telle situation? Donc vous voyez, par exemple, là, c'est un pied diabétique. Tout ce qui est noir, c'est du tissu qui est totalement détruit. C'est du tissu qui est mort, qui est gangréné. Et en plus, il y a de l'infection. Vous voyez, tous les muscles, etc., sont complètement détruits. Et là, c'est un pied qui est irrécupérable. C'est un pied qui débouche sur une amputation. Et ça a commencé par l'image qui est en bas, l'image qui est juste à droite, par une petite ulcération. On appelle ça un mal perforant plantaire. Or, le diabétique, il ne sent plus. Les nerfs sont détruits, il ne sent pas. Lorsqu'il a une petite plaie, il continue de marcher dessus parce qu'il ne sent pas la douleur. Et ça creuse.
Ça, c'est le mal père fort emprunteur. Et ça commence banalement comme ça. Banalement comme ça, et on le néglige parce qu'il n'a pas de douleur. Vous voyez, l'architecture du pied a changé. Ce n'est plus une peau lisse, etc. C'est une peau qui est devenue dure, voilà, avec desquamés, etc. Donc tout ça, c'est la neuropathie diabétique et les troubles de vascularisation. Le sang ne circule plus au niveau de ce pied-là. Et donc ça débouche sur la mort des tissus. Et cette mort des tissus fait que l'on ne peut plus récupérer et ça débouche donc sur une amputation. Alors ce que l'on veut, c'est que dès le début, lorsqu'il y a la petite lésion comme ça, il faut consulter. Tout diabétique doit regarder son pied quotidiennement. Le pied? Oui, le pied du diabétique. Apparemment, le pied, c'est la partie sensible pour les diabétiques. C'est très très important. Oui. Et je vous l'ai dit, 70% des amputations non traumatiques sont dues au diabète. Et donc, c'est très important que le diabétique examine son pied. Et on peut prévenir les amputations du pied en soignant les lésions dès le début, en équilibrant le diabète et l'on évite ces complications-là. Il y a des images aussi qu'on va montrer avec la régie tout à l'heure. On a vu aussi quand même une jambe déjà amputée, parce que ça permet quand même de savoir. Là, c'est toujours les mêmes situations. Là, c'est un autre cas aussi. Hein? Oui, et là, vous voyez, il y a déjà un orteil qui est parti. Le dernier orteil est parti parce qu'il est gangréné et donc il a déjà été... Est-ce qu'en enlevant l'orteil, justement, on peut récupérer le pied? Oui, enfin, on enlève l'orteil parce que l'orteil est déjà mort en fait. Il n'est plus viable. Mais l'orteil, c'est la périphérie. Les vaisseaux qui alimentent l'orteil peuvent être déjà bouchés. Et donc même si l'on enlève l'orteil, si les vaisseaux sont bouchés en amont et on ne les réperméabilise pas, la gangrène peut continuer. Et de l'orteil, on peut être amené à aller amputer le pied, la jambe, etc. Alors là, on revient sur l'image qui vient de passer tout à l'heure, avec la régie tout à l'heure, pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est pas celle-là, là, c'est celle qui vient de partir, qui va revenir d'un moment à l'autre. Là, voilà, c'est cette image-là. Là, vous avez des orteils qui sont partis, mais c'est le pied qui a été amputé. C'est l'avant-pied, là. Qui a été enlevé. Qui a été enlevé. Oui. Et là, on a d'autres lésions qui sont là, qu'on essaie de garder. Parce que garder le pied, c'est important, puisqu'il faut pouvoir marcher dessus. Une amputation, c'est quelque chose de très grave. Il faut voilà, appareiller, la personne devient parfois dépendante, ne peut plus faire ses activités. C'est une très très grosse... Alors, est-ce que quand les gens en arrivent à cette extrémité-là, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, c'est fini, on ne peut plus rien faire, il faut qu'on enlève la partie? Ah oui, obligatoirement. On leur dit, c'est une question de vie ou de mort. Parce que si on n'ampute pas, souvent c'est infecté, l'infection diffuse et donc peut donner une infection généralisée, une septicémie qui peut donc entraîner la mort. J'ai eu, par exemple, un patient qui était un berger, qui est venu nous voir. Un berger. Un berger. Qui naturellement a l'habitude de marcher régulièrement, qui fait le sport, en principe, donc... Et donc il est venu avec une infection de la jambe, qui était déjà gangrénée. Et qui, voilà, on lui a dit, mais écoutez, malheureusement on ne peut rien faire, il faut que l'on ampute. Et il a dit, non, si on m'ampute, qu'est-ce que je fais? Moi je dois aller derrière mes troupeaux, etc. Mon travail c'est de marcher derrière mes troupeaux si on m'ampute. Et là, je ne peux plus rien faire. Et puis, sa communauté est nomade. Donc ils bougent, ils vont d'un endroit à l'autre. Donc l'amputé, c'est dramatique. Il a refusé, il est parti. Malheureusement, quelques temps après, il est revenu. L'infection avait diffusé jusqu'au niveau donc, de la cuisse et tout. On l'a amputé, malgré tout, il est mort. Ah oui. Donc c'est quand même dramatique, ces choses-là. Comment ça se passe? Oui, ça peut diffuser, effectivement, sur toute la jambe et dans tout le reste de l'organisme et entraîner une infection généralisée. Oui. Est-ce que souvent il arrive des cas où les gens pleurent pour vous dire, si je savais que c'était comme ça, j'allais contrôler mon alimentation, quand on me disait de faire attention au diabète, voilà les risques que j'ai pris, la conséquence est là? Oui. J'ai des exemples malheureux où j'ai eu des jeunes que j'ai eu à 25, 30 ans. Ils étaient diabétiques, on leur a dit, bon écoutez, voilà ce qu'il faut faire parce que l'avenir, voilà ce que ça peut vous donner. Mais jeunes, souvent on ne prend pas les choses au sérieux. Effectivement, la personne a vécu dans l'insouciance. Je la revois à l'âge de 45 ans. On a dû lui enlever un orteil. Il ne voit plus, il est aveugle. Et il est en, le diabète peut rendre aveugle. Et il est en dialyse. Dialyse, perte de la vue. Et on lui a amputé les orteils. Ça dit qu'il était condamné à mort.
On est tous condamnés à mort. Hein. Oui, mais certaines maladies encore, on est plus exposé. On dit par exemple la dialyse, dès qu'on arrive à ce niveau, c'est presque fini. Non, c'est pas presque fini. Il y a des gens qui sont sur dialyse depuis une dizaine d'années. C'est vrai que la dialyse devrait être la porte d'entrée vers la transplantation rénale que nous n'avons pas encore chez nous. Mais effectivement, 60 ans d'indépendance après, hein. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait de greffe des reins au Burkina. Oui. C'est une parenthèse pour souhaiter que ça arrive. Revenons donc sur le cas des diabétiques. Est-ce que ceux qui se dépigmentent, là aussi c'est un autre sujet, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur éventuellement les infections au niveau de la peau et que quand vous êtes diabétique, ça peut davantage accélérer les choses? Il y a deux conséquences. Ouais. Les produits que l'on utilise pour se dépigmenter, ce sont des corticoïdes le plus souvent. Et les corticoïdes entraînent un diabète, entraînent une élévation de la glycémie. Donc j'ai eu des patients effectivement qui sont devenus diabétiques parce qu'ils ont utilisé beaucoup de corticoïdes et ils font aussi l'atteinte d'une autre glande que l'on appelle une insuffisance surrénale. Et ça c'est quand même assez grave. Mais par ailleurs ça fragilise la peau. Et quand on est diabétique et on a une peau fragilisée, ça favorise les infections. Et ce que vous avez montré, c'est effectivement une infection donc, de la jambe et ça peut être dramatique chez un patient diabétique. Alors, en résumé, ce n'est pas que le sucre qui donne le diabète à un homme. Non. Homme avec grand H, femme et... Non, en réalité, c'est pas le sucre est au centre de la chose, mais en réalité, ce qui prédispose, ce qui favorise le diabète, c'est l'excès de calories, pour grossir. C'est effectivement l'excès de sucre, mais c'est aussi donc l'absence d'exercice physique et l'obésité. Donc le conseil pratique que vous donnez à tout le monde, il faut marcher, courir s'il le faut, éviter la sédentarité et éviter tout ce qui est boisson sucrée, éventuellement si possible. Il faut effectivement manger moins sucré. Mais quelqu'un qui est hypotendu, à qui on dit tout le temps il faut avoir un peu de sucre dans votre organisme, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est très important ce que vous aviez dit, les conseils à donner. Donc il faut manger moins gras, moins sucré. Il faut faire de l'exercice physique. Et ça, c'est fondamental. Au moins 30 minutes d'exercice physique 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Et ça, c'est très, très important. Il y a des programmes qui ont été mis en place dans certains pays, notamment au Danemark, etc., chez des enfants à l'école, et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient adopté cette hygiène de vie, par rapport à ceux qui ne l'avaient pas fait, ils ont diminué la prévalence de l'obésité et la prévalence du diabète sucré à l'âge adulte chez les gens qui avaient adopté cette hygiène de vie. Donc c'est important. Et dans nos pays, nos villes ne sont pas bien aménagées pour que les gens puissent faire de l'exercice physique. Et donc ce n'est pas seulement un problème de santé. Il y a qui vous disent que ceux qui font le sport, ceux qui vont courir, c'est une affaire de bourgeois. Que répondez-vous à ces Burkinabés-là? C'est parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un médicament. Faire du sport, c'est un médicament et c'est très important. Moi, j'en vois plein de mes patients maintenant, quand nous tournons autour du rond-point des Martyrs, là, je les vois qui courent, etc. C'est très bien. J'aurais dû le faire avant. Et nous devons tous nous y mettre. Oui, on dit que c'est une affaire de bourgeois peut-être, mais c'est qu'avant, en campagne, nous allions à pied au champ, on cultivait toute la journée. Les femmes allaient au puits, elles pilaient le mil, etc. Mais avec la modernité, on est devenus tous un peu sédentaires. Donc ce n'est plus une affaire de bourgeoisie, une affaire de ville. C'est une affaire qui est générale. C'est un changement dans la société. Chacun doit se mettre à la production d'énergie, donc à de l'activité physique et éviter la sédentarité. On va terminer l'émission par le VIH-Sida. Dans les années 90, vous avez été le pionnier qui a fait le tour des casernes au Burkina Faso pour sensibiliser les soldats. Nous sommes en 2023. Parlez-nous du VIH-Sida. On se rend compte que la jeunesse, de par les comportements actuellement, les jeunes ont moins peur du VIH actuellement. Est-ce que c'est une situation qui préoccupe? Oui, il faut dire que nous sommes venus de loin. Oui. Nous venons vraiment de loin. Dans les années 90 jusqu'aux années 2000, nous voyons les gens mourir tous les jours de VIH-Sida et il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de médicaments, ce qui nous a amené d'ailleurs à aller à la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui nous enterrons nos soldats parce qu'ils meurent au front. Oui. Dans les années 90-2000, nous enterrions nos soldats qui mouraient de VIH. Et il fallait faire quelque chose. Effectivement, on a sensibilisé, on a formé, et bien sûr on a recruté
des non-infectés par le VIH dans l'armée, ce qui fait que le problème du VIH par exemple, dans l'armée est pratiquement résolu. Nous avons moins de problèmes. Au Burkina Faso aussi, on est passé d'une prévalence de 7% à une prévalence de 0,6% aujourd'hui. Et on a des médicaments qui marchent. Les ARV. Les ARV marchent très bien. Et nous sommes partis aussi de 12-16 comprimés à un seul comprimé à prendre par jour. Ça fait qu'effectivement, il y a une certaine banalisation de l'infection à VIH. Mais les nouvelles infections demeurent. Elles sont encore nombreuses, notamment parmi les jeunes. Parce qu'ils n'ont plus cette image que l'on voyait donc de l'infection à VIH qui posait un gros problème. Et c'est toujours un problème parce que les médicaments que nous avons sont des médicaments qui sont encore fournis par d'autres. Ce n'est pas nos pays qui les payent, c'est le Fonds mondial, etc. Et donc, ça coûte cher. Ça coûte cher et aujourd'hui, nous devons toujours travailler à prévenir l'infection à VIH pour ne pas retomber dans ce que nous avions comme problème. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces jeunes-là qui refusent le condom et qui se laissent aller pratiquement au plaisir de la vie sans protection? Ils vont s'infecter. Ils vont s'infecter. S'ils font des relations sexuelles sans protection, s'ils ne s'abstiennent pas, ce qui est de toute façon compliqué, et ils vont s'infecter et nous allons encore diffuser l'infection à VIH dans la société. Le VIH n'est pas terminé. Le VIH existe encore et les mesures de prévention qui sont connues doivent être adoptées et pratiquées. Le VIH n'est pas terminé, il existe encore, il faut se mettre à l'abri. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, professeur Drabo. Merci beaucoup, Ismaël. C'est gentil. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Aujourd'hui, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, vous l'aurez donc remarqué, on a beaucoup parlé de santé, formation, recrutement, diabète, VIH, bref, tout a été abordé en 55 minutes avec un professeur assez éloquent. On aura d'autres opportunités avec lui sans doute pour parler d'autres questions de santé au Burkina Faso. Et très bonne suite de programme à tous et à chacun. On se dit rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.